Aujourd'hui, aujourd'hui, Raphaël Lavenus, du coup, qui est chef de projet économiste de l'environnement chez BLRL Ingénierie, est là pour nous présenter les paiements pour services environnementaux. Donc, la présentation va se dérouler en plusieurs parties. On vous propose de faire un petit temps de questions à la fin de chacune des parties. Raphaël vous avertira donc du coup quand ce sera le moment. Vous pouvez également poser des questions dans le chat, mais il est quand même plus sympathique de les poser à l'oral, donc n'hésitez pas. Et puis, il y aura un petit temps à la fin également de questions sur l'ensemble de la présentation. Je ne vous propose pas non plus de faire de tour d'écran. On est un petit peu nombreux aujourd'hui. Par contre, je vous invite à vous présenter quand vous poserez, quand vous intervenez ou posez une question au cours de la présentation de ce matin. Et je vais laisser la parole à Raphaël pour se présenter du coup et pour vous présenter les paiements pour services environnementaux. Bonjour Raphaël, bienvenue Bonjour, et merci Julie. je te laisse partager ton écran. Ouais, merci Julie. Donc, enchantée, bienvenue à tous. Je vais vous présenter un webinaire sur les paiements pour services environnementaux. Donc, j'ai travaillé dessus en 2019 et en 2020 pour accompagner IPAMAC. Je ne sais pas si vous voyez tous mon écran. Oui, Pour accompagner IPAMAC à l'expérimentation de paiements pour services environnementaux. Et là, l'objectif, c'est de vous montrer que c'est un outil de financement innovant pour protéger l'environnement. par contre, Raphaël, tu n'es pas en mode diaporama, tu es en mode avec la diapositive suivante. Ah, Ça ne doit pas être le bon écran. non, ça ne marche pas. Là, on voit ta diapo, mais ce n'est pas en mode diaporama. Euh, C'est deux écrans différents, je pense. Ah oui. Bon. Diaporama, juste et fermer la petite fenêtre, je pense, où ça apparaît avec les notes, peut-être. Sinon, je partage mon écran si tu préfères. Non, ça va aller. On essaye. Non, c'est toujours pas ça. Là, il n'y a plus de partage. Voilà, il n'y a plus de partage là? Non. Et les aléas du direct. Alors, est-ce que là c'est bon? Donc là, il faut que Alors tu passes en mode diaporama. là c'est bon. C'est bon. Parfait. Alors, je vois pas tout de mon écran. Objectif du webinaire, on est là. Ouais. Et j'aimerais bien supprimer. Voilà. Alors, les objectifs du webinaire. Donc, désolé pour ces petites manipulations. Alors, les objectifs, c'est de bien comprendre le mécanisme de PSE pour être capable d'en parler par vous-même, d'avoir une vision claire des outils existants pour argumenter sur les avantages et les limites des PSE et identifier facilement les cas où cet outil est adapté. Et enfin, illustrer de cas pratiques pour avoir une vision pragmatique des PSE. Alors, le webinaire va se dérouler en 4 temps. Donc, je vais commencer par rappeler le concept de service écosystémique. Ensuite, on fera un tour d'horizon des instruments de politique environnementale pour mettre en relief les avantages et inconvénients du PSE par rapport aux autres politiques environnementales et pour voir comment ces outils-là peuvent se combiner, parce qu'ils sont tous complémentaires. Ensuite, je ferai un focus sur les PSE et en dernière partie, j'illustrerai de cas pratiques. Alors, pour commencer, le concept de service écosystémique. Donc, de quoi parle-t-on? Donc, pour bien comprendre ce concept de service écosystémique, il faut revenir dans les années 70 avec le rapport Meadows, Halte à la croissance et la conférence de Stockholm, où on a une première identification des services écosystémiques et de la typologie des services écosystémiques. Et il faut attendre 97 avec l'article scientifique de Constanza, qui évalue 17 services écosystémiques à l'échelle mondiale
et il estime la valeur de ces services à 33 milliards de dollars par an, soit 0,1% du PIB mondial. Suite à ça, les évaluations de services écosystémiques se multiplient et on a le Millennium Ecosystem Assessment en 2005 qui propose une nouvelle typologie des services écosystémiques et qui permet d'évaluer les services écosystémiques. Et en fait, c'est à partir des années 2000 qu'on a un développement des PSE et des comptabilités vertes avec une intégration de la valeur des services écosystémiques dans les décisions. Donc, au début, on est sur l'identification des services écosystémiques. Ensuite, avec Constanza, on a une première évaluation économique de ces services. Et c'est après, dans les années 2000, qu'on a une intégration de ces valeurs-là dans les décisions et dans les comptabilités et dans les projets. Donc ça, c'est un petit graphique qui vous rappelle l'évolution du nombre de publications scientifiques sur les services écosystémiques. Et on voit qu'à partir de l'article de Constanza en 97, ça a augmenté de façon exponentielle. Donc on a jusqu'à 2009, mais on peut s'imaginer que ça augmente encore après. Donc c'est un sujet croissant. Alors pour bien comprendre le principe de service écosystémique, il faut revenir à la structure du processus biologique, à la fonction de ces processus biologiques. Donc, par exemple, un habitat forestier produit des fonctions comme la filtration de l'eau, la production de biomasse. Et ces fonctions, ce sont des services pour les êtres humains qui profitent, par exemple, d'épuration de l'eau et de production alimentaire. Et comme c'est des services, il leur accorde une valeur qui se mesure par le consentement à payer pour la protection des forêts. Les êtres humains exercent des pressions sur les ressources et mettent en place des actions via des politiques publiques pour préserver ce cycle de la structure et du processus biologique jusqu'à la valeur. Donc, on va commencer par se concentrer sur le concept de service avant de s'intéresser à la valeur. Donc, la typologie des services écosystémiques qui a été mise en place par le MAE en 2005 distingue 4 types de services. Les services d'approvisionnement, comme la nourriture, les combustibles, les plantes médicinales, etc. Les services de régulation, avec le maintien de la qualité de l'air, la régulation du climat, le cycle de l'eau, etc. Les services culturels, avec les activités récréatives, les valeurs esthétiques, scientifiques, la valeur patrimoniale, et les services supports qui sont nécessaires pour la production de tous les autres services, donc qui se produisent à des temps géologiques très longs, et on compte la formation du sol, la production d'oxygène atmosphérique, la production primaire, etc. Là, c'est un tableau qui vous montre, c'est pour illustrer ce concept de service rendu. Là, c'est un tableau qui vous montre pour les zones humides, les différents types de zones humides, donc les estuaires, les mangroves, etc. Quels sont les services rendus par type de service, avec une échelle de absent à fréquent ou important. Et donc, c'est pour illustrer. Donc, on voit que les zones humides sont des milieux avec une très forte valeur économique et énormément de services qui sont rendus aux êtres humains. Maintenant, on va se concentrer sur la notion de valeur des services écosystémiques. Donc, comment peut-on donner une valeur à ces services écosystémiques? Alors, on va commencer avec un exemple, votre maison de famille, et je vais vous montrer qu'en fait, il y a plusieurs types de valeurs. Il y a les valeurs d'usage et les valeurs de non-usage. Donc, vous avez une maison de famille, elle a une valeur instrumentale, c'est la valeur du marché, avec les toits, les murs, la climatisation, la piscine. Et à ça s'ajoutent d'autres valeurs, notamment la valeur culturelle, identitaire et historique. Donc ça, c'est avec l'architecture locale, les événements historiques qui se sont passés dans la région, qui ajoutent une valeur à la maison par rapport à son prix de marché. Ensuite, vous avez la valeur patrimoniale. Ce sont vos souvenirs d'enfance dans cette maison. La valeur d'option, c'est la maison de grand-pa et grand-ma. Donc, c'est une maison que vous pouvez utiliser pour vos vacances. Donc, c'est ça la valeur d'option. C'est la possibilité de l'utiliser par option pour les vacances. Et enfin, la valeur d'héritage, le legs aux générations futures. Maintenant, la question, c'est est-ce que tout ça peut se mesurer en argent? Est-ce qu'on peut avoir une estimation monétaire de toutes ces valeurs-là?
Donc, on va imaginer un scénario pour vous montrer que oui, on peut évaluer de manière monétaire toutes ces valeurs-là. Donc, le scénario, c'est votre maison est expropriée pour construire une autoroute. L'expropriation se fera au vu des valeurs instrumentales uniquement, sauf si la valeur historique, la valeur culturelle et architecturale a un sens, alors ça pourra augmenter le prix de marché. Mais les valeurs d'option, de legs et les valeurs patrimoniales n'ont de sens que pour votre famille et vous-même. Et la valeur de ces trois autres valeurs, de la valeur d'option, de legs et patrimoniale, peut s'estimer par le surcoût que vous consenteriez à payer pour racheter votre propre maison. Donc, c'est le consentement à payer. Et c'est comme ça qu'on peut évaluer monétairement l'ensemble des différentes valeurs. Donc, maintenant, je vais vous présenter pour l'environnement, en fait, c'est exactement ces différents types de valeurs. Donc, on distingue la valeur écologique, la biodiversité, tissu vivant de la planète, la valeur intrinsèque, la biodiversité comme fin en soi, la valeur patrimoniale, à transmettre aux générations futures, et la valeur instrumentale, la biodiversité pourvoyeuse de services et de ressources pour les sociétés humaines. Et on va prendre l'exemple du loup pour comprendre quelles sont ces différentes valeurs. Alors, vous avez la valeur intrinsèque, comme je viens de le dire, de l'association écologiste qui considère que le loup a une valeur en lui-même. Vous avez l'habitant qui lui accorde une valeur de legs, une valeur d'existence. Le loup fait partie de son histoire et c'est l'ancêtre du chien. Vous avez la valeur instrumentale mais négative, pour le coup, du berger. Vous avez la valeur patrimoniale du directeur de parc et vous avez la valeur écologique de l'expert écologue qui voit la biodiversité comme tissu du vivant de la planète. Alors là, c'est un schéma pour synthétiser l'ensemble de ces différentes valeurs, pour les conceptualiser et comprendre comment elles s'organisent. Alors, vous avez 5 types de valeurs et on distingue la valeur d'usage et la valeur de non-usage. La valeur d'usage, on a les valeurs d'usage direct, indirect et la valeur d'option, comme je vous l'ai présenté pour la maison de grand-pa et grand-ma tout à l'heure, où vous pouvez utiliser votre maison de famille pour les vacances. Et vous avez les valeurs de non-usage, la valeur d'héritage pour le legs aux générations futures et la valeur d'existence. Le service écosystémique a de la valeur parce qu'il existe, tout simplement. Et on distingue les valeurs marchandes des valeurs non marchandes. Et ces valeurs marchandes et ces valeurs non marchandes, ça va dépendre de... Comment dire? Les méthodes pour évaluer les valeurs marchandes des valeurs non marchandes vont être différentes et ça va déterminer les méthodes utilisées. Alors là, vous avez un exemple de l'estimation de la valeur économique totale à la Martinique sur les écosystèmes marins du Prêcheur, qui sont estimés à 56,8 millions d'euros au total par an, avec la valeur d'usage à 18 millions d'euros et la valeur de non-usage à 38 millions d'euros. Ensuite, vous avez les différentes distinctions donc, pour la valeur d'usage direct, la pêche, l'hébergement, la restauration, la plongée, les excursions, les activités récréatives. Pour la valeur d'usage indirect, la biomasse, le carbone et l'épuration de l'eau. Et ensuite, des valeurs globales pour le reste. Alors, à quoi ça sert de mesurer ces valeurs? Premièrement, c'est un outil de sensibilisation. Ça permet de prendre conscience des aménités, des services rendus et des apports économiques de la nature. Et de sortir du positionnement, la protection environnementale entrave le développement. Ensuite, deuxièmement, c'est un outil d'aide à la décision. C'est faire des choix politiques en prenant en compte l'ensemble des éléments et pas uniquement les éléments financiers. Donc, on intègre à la prise de décision des éléments monétarisés qui permettent de changer la donne. Ensuite, ça permet la compensation, calculer des compensations environnementales ou des indemnisations en cas de procès. Et ça, quatrièmement, ça corrige les défaillances de marché et ça permet de développer une comptabilité publique environnementale en instituant des impôts plus justes, en récompensant les vertueux, et en utilisant des indicateurs de bien-être plus représentatifs que le PIB. Donc, un exemple d'utilisation de ces valeurs, c'est l'exemple du Parc national de Guadeloupe.
Donc, c'était une étude sur l'approche de la valeur économique totale du parc en comparant deux scénarios, un scénario avec parc et un scénario sans parc. Et on a étudié différents écosystèmes, la forêt, les récifs coralliens, les mangroves et les herbiers. Et l'objectif, c'était de prendre conscience de la valeur économique, sociale et environnementale créée par la protection du parc et le fait que le parc n'entrave pas le développement économique, au contraire, comme on le montre dans ce graphique, il permet 1,2 million d'euros par an de valeur ajoutée pour les entreprises et 3 millions d'euros par an pour la préservation des services écosystémiques. Alors, avant de passer à la deuxième partie, je vais vous laisser poser vos questions. On va avoir un petit temps d'échange. Personne n'a de questions à ce niveau-là? Stéphane? Oui, bonjour. Vous m'entendez? Oui, super. Oui, Tu te présentes du coup Oui. Donc Stéphane Lefebvre, je suis chef du service appui aux acteurs et mobilisation des territoires à la direction régionale de l'OFB Occitanie. D'abord, merci pour l'organisation du webinaire et puis merci en particulier à Raphaël pour la clarté du propos, c'est super intéressant. Et du coup, j'avais une réaction sur l'avant-dernière diapo, je crois, celle où vous avez abordé le à quoi ça sert de monétariser. Celle-ci, là, voilà. J'ai juste noté, mais c'est peut-être dans la partie corriger les défaillances de marché, je ne sais pas. Donc ma question c'est, est-ce qu'on est d'accord que ça peut être aussi utilisé dans la doctrine ERC, éviter, réduire, compenser, pour pas tout de suite calculer les compensations environnementales, mais aussi pouvoir dimensionner les gains de pouvoir préserver des services écosystémiques et donc éviter un certain nombre de projets ou d'aménagements. Donc ça peut ah être oui, tout à fait. utilisé dans la réduction. Tout à fait, oui, ça peut être utilisé dans ce sens-là hein, également. Hein. Voilà, et juste je me dis, est-ce- bah, ça vaudrait le coup peut-être de l'ajouter avec une Ouais, petite case au milieu, là, dans peut-être l'outil d'aide à la décision et la compensation, de refaire une petite place sur l'évitement et la réduction. ouais. c'est des choses qui sont faites aujourd'hui, ça, Raphaël, je ne sais pas si tu es en capacité de répondre à cette question-là, hein, mais est-ce que c'est évalué dans le cadre de cette doctrine des fois par... Non, non, hein, non. C'est vrai que des fois, je fais juste une petite petit complément, c'est que je vais dire des fois, mais c'est quand même souvent le cas, on nous dit, ah non, mais on a étudié les scénarios évitement réduction, et donc on en a déduit qu'il valait mieux faire le projet et compenser. Bon, d'accord, mais ça reste un peu léger que de dire ça, quoi. Et donc remettre aussi, je pense, ce petit prisme-là de lecture en amont et de mieux porter à connaissance évitement et réduction. Voilà, ça pourrait aider, je pense, aussi en termes de sensibilisation, de prise de conscience et de sortir du positionnement de la protection environnementale qui entrave le développement. Oui, tout à fait. merci Stéphane. Et juste, on pourrait peut-être Oui. aussi le présenter à la Commission européenne sur le règlement européen de la restauration. Que ça pourrait aider au trilogue pour nous repêcher le règlement européen. Là, on a du boulot. Change d'échelle. Hop. C'est pas la Pardon. même échelle, effectivement. Moi, j'ai une petite question, Raphaël, par rapport à la dernière diapo là, sur l'évaluation avec ou sans parc. Euh, je ne veux pas parler pour les autres parcs, hein, mais moi, je sais qu'à l'époque, c'était une question qui se posait, qui était souvent, mais qui est très, très, très difficile justement à évaluer. C'était dans le cadre d'une étude avant la création du parc de la Guadeloupe que ça avait été réalisé, Ah ça non, avait été demandé à l'échelle de parc. Comment ça avait été non, c'était pendant que le parc existait, c'était un argumentaire pour faire comprendre que le parc n'entravait pas le développement économique de l'île. Et en fait, on a fait un scénario sans parc, c'est-à-dire un scénario où sans protection, sans cœur de parc, et voir comment les écosystèmes évolueraient dans ce scénario-là où on retire la protection et on voit qu'on perd en qualité et en quantité de services écosystémiques. Et ça nous permet de valoriser l'existence du parc, de donner une D'accord. valeur à l'existence du parc.
C'est des études qui sont complexes, j'imagine, sur combien de temps une étude comme ça se réalise? Sur 1 an et demi, 2 ans. Ouais. Ouais, il y a des enquêtes de terrain, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place pour arriver à monétariser. Alors, on accueille du monde en route. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques, hein, ou vous pouvez effectivement aussi présenter si vous avez éventuellement été confronté, si vous avez des interrogations sur votre territoire par rapport à ce sujet-là. N'hésitez pas, on a encore un petit temps pour les questions. Et si personne se manifeste, on passera à la suite. Je ne sais pas si je vois toutes les cases, s'il y a des mains qui se lèvent. Bonjour Morgane. On a un bonjour, mais il n'y a pas de question. Eh bien, écoute, Raphaël, ça doit être… Ah, si, donc du coup, il y a Émilie Montplet de l'ONF qui pose la question à savoir est-ce que le calcul est standardisé. Je ne sais pas si tu veux peut-être t'exprimer, Émilie, en direct, le calcul de manière générale ou le… Oui, oui, par exemple, bonjour à tous. Par exemple, là, avec l'exemple du parc national de Guadeloupe, est-ce que euh, les calculs donc, de valeur économique, sociale et environnementale, donc là, je ne sais pas en quelle année c'était avec quelque chose qui était standardisé. Ça veut dire qu'à ce moment-là, c'était le même calcul pour les services écosystémiques et les valeurs donc, et est-ce que ce calcul-là, aujourd'hui, en fait, il a été amélioré? Est-ce qu'il y a d'autres choses à prendre en compte quand on fait ces calculs? Par exemple, il y a plusieurs calculs intrinsèques, patrimonial. Est-ce qu'il y a une façon de le calculer un peu standardisé et reconnu internationalement? Je ne sais pas Alors, si c'est plus clair. ouais, il y a des méthodes pour calculer les différentes valeurs des services écosystémiques. Après, il y a plusieurs. J'ai supprimé la partie sur les méthodes d'évaluation, mais il y avait une partie là-dessus. Euh, mais l'idée, c'est d'utiliser au maximum les données locales. Donc, oui, il y a des méthodes qui sont définies, mais généralement, on n'utilise pas des valeurs qui ont été faites dans d'autres contextes. Et sauf si on utilise la méthode de transfert, où là, on utilise les valeurs qui ont été calculées dans d'autres contextes pour essayer d'estimer la valeur du service écosystémique. Je ne sais pas si c'est clair. Émilie, ça a répondu à ta question. C'est pas Euh, vraiment standardisé en fait. On utilise les données locales au maximum et on d'accord, peut se ok. référer à des données existantes, mais c'est une approximation et on est moins proche de la valeur exacte. Donc, en fait, ça va toujours dépendre de la situation en cause, quoi. Oui. Ok, merci, c'est plus clair, merci. Morgane de l'association COPA, je peux poser la même question dans le chat, effectivement. Et comme tu le disais, Raphaël, effectivement, il y avait une partie là-dessus et je pensais que c'était un petit peu trop rentrer dans le détail. Et donc, on a retiré cette partie. Mais je vois que ça vous intéresse. On pourrait peut-être éventuellement transmettre le PowerPoint complet. Raphaël, hein, tu me dis Mm, si, pour qu'il y ait cette partie dedans ou revenir un petit peu dessus à la fin si on a encore un petit peu de temps, éventuellement. mm. Il n'y a pas d'autres questions. Je te propose de continuer, Raphaël, du coup. Oui. Alors maintenant, on va passer au tour d'horizon des politiques environnementales. Donc, pour introduire le propos, en fait, vous avez 3 canaux qui existent pour induire un changement des comportements. Donc, en fait, c'est là-dessus qu'on va regarder comment faire, en fait, parce que la grande question, c'est comment changer les comportements, comment faire en sorte qu'il y ait des comportements plus vertueux. Et on a trois canaux possibles. Le premier, c'est la contrainte réglementaire, avec ce qu'on appelle les instruments Common and Control.
Le deuxième, c'est la contrainte budgétaire, donc jouer sur le budget des agents économiques, donc c'est les instruments économiques. Et le dernier canal, c'est la modification des préférences individuelles avec des instruments doux de type sensibilisation, formation, pour faire en sorte que les gens modifient leur comportement. Et je vois la moitié de mon écran, c'est désagréable, parce que j'ai le partage d'écran. Du coup, je ne vois pas le titre. Typologie des instruments selon leur caractère contraint ou volontaire. D'accord, merci. Donc, une autre typologie qui peut être définie, c'est en fonction du caractère contraint ou non des fournisseurs de services écosystémiques, de ce qu'on appelle les producteurs. Donc là, si on reclasse les instruments, vous avez les command and control, la réglementation avec les incitations via une menace d'une sanction et les instruments économiques avec les incitations via le signal prix. Et pour les producteurs volontaires, vous avez la sensibilisation, l'accompagnement et les instruments économiques de type subvention, labellisation et PSE. Donc les PSE se situent dans la typologie, dans le type de producteurs volontaires. Donc c'est une démarche basée sur le volontariat. Là, je vois vraiment pas mon écran, c'est vraiment désagréable. Est-ce que tu veux que je partage mon écran, Raphaël, pour que tu aies l'ensemble de la présentation? Ouais, ça va être plus pratique parce que là, je vois pas les titres. Oui, il n'y a pas de souci. On est à la diapo 23. Hop. Voilà. C'est bon pour tout le monde? Alors, la réglementation, donc, c'est une solution par les quantités et non par les prix, comme la fiscalité. Et donc, c'est avec l'instauration de valeurs seuil, voire une interdiction de l'utilisation de certaines ressources. Donc, on a par exemple pour les prélèvements dans les ressources, les volumes maximum prélevables, les quotas de pêche, et pour les limites de pollution, les quantités de pesticides maximales et les normes de rejet de STEP et des CPE. Tu peux passer. Donc, les conditions de mise en œuvre et de réussite pour cet outil de réglementation, c'est la connaissance sur la ressource et les prélèvements, le pouvoir de contrôle efficace et la neutralité du pouvoir régulateur. Et on a des avantages. C'est un outil efficace dans les situations d'urgence. Par exemple, en cas de sécheresse, on peut faire un arrêté sécheresse et on a tout de suite une efficacité du dispositif qui permet de réduire les prélèvements dans les ressources. Et on a un objectif environnemental fixé a priori, donc ce qui permet de l'atteindre. Contrairement à la fiscalité où on verra plus tard, on n'a pas d'objectif environnemental fixé a priori et c'est plus compliqué d'atteindre ces objectifs-là. Les inconvénients, c'est qu'on n'a pas d'incitation à une meilleure valorisation de la ressource et pas de contribution à l'efficacité allocative. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire d'efforts là où ça coûte le moins cher. Tout le monde va faire des efforts et on ne va pas avoir d'efficacité allocative dans les quantités prélevées dans les ressources. Et enfin, c'est une barrière à l'entrée des nouveaux exploitants. Pour ce qui est de la fiscalité environnementale, donc là, on n'agit plus par les quantités, mais on agit par les prix. Et c'est le principe de pollueur ou préleveur-payeur. Donc, l'objectif, c'est d'augmenter le coût d'utilisation des ressources pour inciter à un niveau d'exploitation plus modéré. Donc, on joue sur le comportement via le budget. Donc, par exemple, les redevances agences de l'eau pondérées selon le niveau d'exploitation de la ressource sur les ZRE, les taxes sur la consommation d'énergie fossile, la taxe carbone, etc., etc. Alors, les conditions de mise en œuvre et de réussite de cette fiscalité environnementale, c'est une connaissance sur la ressource, sur les prélèvements et les fonctions de coûts et de revenus marginaux des usagers et l'élasticité de la demande pour les différents usages. Donc, ça demande beaucoup de connaissances.
parce que ce pas des éléments qui sont facilement connaissables, et la neutralité du pouvoir régulateur. Les avantages, c'est qu'on a une incitation à une meilleure valorisation de la ressource, donc on va faire des efforts là où ça coûte le moins cher. Par contre, on n'a pas d'objectif environnemental fixé a priori, donc on a une incertitude sur les effets de la taxe et sur l'atteinte de ces objectifs environnementaux. Ensuite, vous avez un instrument mixte, les marchés de droit, où là, on va agir sur les quantités et sur les prix. Donc, l'objectif, c'est d'attribuer des quotas et de pouvoir les échanger sur un marché, par exemple le marché droit de l'eau, le marché du carbone, etc. Et là, on a beaucoup de conditions de mise en œuvre et de réussite, parce que c'est un outil qui est très complexe à mettre en place. Donc, il faut une connaissance sur la ressource et sur les prélèvements, il faut un pouvoir de contrôle efficace, des coûts de transaction faibles et Il semblerait qu'il y ait une petite coupure. Moi non plus, je n'ai plus de son. Ah ben, il n'y a plus Raphaël du tout d'ailleurs, hein. Je pense qu'elle va se reconnecter. Je vous prie de bien vouloir nous excuser pour ce petit aléa technique. Raphaël est revenu parmi nous. Alors, tu as pas ton micro, Raphaël? c'est bon. Tu étais parti. Oui, j'ai eu une mauvaise connexion Internet. C'est revenu. C'est ce qui nous J'ai a branché le semblé. câble, ça devrait le faire. On était bien sur les marchés de droit, avantages, inconvénients toujours, hein. Oui, donc les avantages, c'est que c'est comme la réglementation, l'objectif environnemental, il est fixé a priori, donc on définit une quantité de quotas à échanger sur un marché. Donc ces quotas, ça va permettre, ça va être exactement la même chose que l'objectif environnemental qu'on se fixe. Et donc ça permet de respecter cet objectif environnemental et de l'atteindre à coup sûr. Et on a une incitation à la meilleure valorisation de la ressource, c'est-à-dire que de la même manière que pour les taxes, c'est un outil qui combine les avantages à la fois de la réglementation et des taxes, c'est qu'on va faire des efforts là où ça coûte le moins cher. Par contre, les inconvénients, c'est une question d'équité liée à l'attribution des droits. Donc là, ça dépend, c'est au cas par cas, c'est pas forcément un inconvénient, mais dans certains cas, on peut se poser la question de l'équité sur l'attribution des droits, en fonction de quels critères. Ça demande une expertise très forte et c'est coûteux à mettre en place, avec les réseaux d'eau, les frais administratifs, etc. Et enfin, autre outil, vous avez les approches volontaires. Donc, c'est les programmes d'action basés sur le volontariat, par exemple les démarches Natura 2000, les chartes de parc, les SAGE, les contrats de milieu. Et là, les conditions de réussite, elles sont de la même manière que pour les marchés, elles sont nombreuses. Il faut une connaissance sur la ressource et les prélèvements, un cadre juridique approprié, une conscience de la surexploitation ou du risque de surexploitation pour faire adhérer l'ensemble des acteurs à la démarche, une homogénéité culturelle et une reconnaissance des règles communes, et un suivi et une évaluation réguliers par les usagers. Alors, les avantages, c'est que ça représente des faibles coûts de transaction, et c'est un outil qui s'adapte au contexte local, avec une responsabilisation des usagers. C'est un instrument souvent soutenable et adaptable, et facilitateur pour la mise en œuvre des autres outils. Par contre, il y a de nombreux préalables à la mise en œuvre, et c'est long à se mettre en place. Et enfin, dernier outil, donc les paiements pour services environnementaux, donc ce qui nous intéresse le plus. Donc, c'est un outil contractuel basé sur le volontariat, selon une logique bénéficiaire-payeur. On n'est plus dans la logique pollueur-payeur de la taxe, on est dans la logique bénéficiaire-payeur. Et ça peut prendre diverses formes, des taxes, des subventions, des paiements directs.
Donc, je vous expliquerai après dans la suite, quand on fera le focus sur les PSE, les différents types de PSE et les différents exemples. Mais ça peut prendre des formes très diverses. Alors, ouais. Alors, ouais, tu peux avancer. Enfin, ouais, c'est pas évident. Alors là, c'est le mécanisme incitatif du PSE, donc qui vous présente en 3 colonnes. La première colonne, c'est la situation avec le développement économique. La deuxième colonne, c'est avec la conservation de l'écosystème sans développement économique. Et la troisième colonne, c'est conservation d'écosystème avec mise en place de paiements pour services environnementaux pour protéger l'écosystème. Donc, en bleu clair, vous avez les bénéfices financiers pour le fournisseur de services écosystémiques, c'est-à-dire l'agriculteur, l'exploitant forestier, etc. Et on voit que dans la situation de développement économique, ces bénéfices sont supérieurs à la situation avec conservation de l'écosystème. Et cette différence, ça va être le paiement, ça va être le montant minimum du paiement pour mettre en place un PSE. Du côté des bénéficiaires du service écosystémique, dans la première situation, quand on a un développement économique fort, ça génère des externalités négatives, c'est-à-dire une perte de services écosystémiques qui peuvent se matérialiser sous forme d'inondations, de perte de biodiversité, de carbone, etc. Et là, ces externalités négatives, c'est le paiement maximum que consentent à payer les bénéficiaires pour préserver l'environnement et définir un paiement adapté. Donc, le paiement, au final, dans la dernière colonne, il va être compris, entre le paiement minimum des bénéficiaires de services de gestion je reprends. Il va être compris entre le paiement minimum des fournisseurs de services écosystémiques et le paiement maximum des bénéficiaires de services écosystémiques. Et dans cette démarche-là, il faut faire attention à trois écueils. Le premier, c'est les effets d'aubaine. Donc, les effets d'aubaine, c'est le fait de surestimer le paiement minimum, de surestimer le consentement à recevoir des gestionnaires d'écosystèmes, des fournisseurs de services écosystémiques. Ensuite, vous avez le comportement de passagers clandestins. Donc là, c'est sous-estimer le paiement maximum. C'est-à-dire que les bénéficiaires vont sous-estimer leur consentement à payer en disant « moi, je ne veux pas contribuer plus de 5 € pour préserver ce service écosystémique », alors qu'ils bénéficient, par exemple, de 30 € de service écosystémique. Et c'est pour faire contribuer les autres, ces passagers clandestins, parce qu'ils veulent faire contribuer les autres bénéficiaires et eux passer clandestinement et profiter clandestinement du service écosystémique sans contribuer financièrement. Et enfin, le dernier écueil, c'est le chantage écologique. Donc là, c'est une fois que le paiement pour service environnemental est mis en place, c'est dans la durée un chantage écologique qui se met en place avec les fournisseurs de services écosystémiques qui menacent de revenir à des anciennes pratiques si le paiement s'arrête. Donc c'est là qu'il faut accompagner le PSE avec de la sensibilisation pour être sûr que même après l'arrêt du paiement, on conserve des bonnes pratiques. Alors, les conditions de mise en œuvre du PSE. Il faut que le consentement à payer des bénéficiaires soit supérieur ou égal au consentement à recevoir des producteurs, ou du moins trouver des financements complémentaires si ce n'est pas le cas. Il faut des données scientifiques claires et robustes, un contrat détaillé et flexible. Il faut s'assurer de l'additionnalité environnementale. Donc, l'additionnalité environnementale, c'est le fait du scénario, en fait, avec PSE, on a un gain environnemental comparé au scénario sans PSE. Et si on n'a pas vérifié ça avant la mise en place du PSE, ça pose problème. Il faut un cadre juridique adapté et la confiance entre les parties prenantes. Alors, les avantages, c'est qu'il y a une multitude de modèles de PSE possibles. Je vais vous les présenter par la suite. Et ça peut être extrêmement efficace dans certains cas, qui permet d'atteindre les objectifs environnementaux à moindre coût et avec un processus gagnant-gagnant. C'est adapté aux spécificités locales et ça complète bien les autres outils. Les inconvénients, c'est qu'il y a
on a une efficacité économique qui n'est pas garantie, avec plusieurs écueils, comme je l'ai présenté, le passage des clandestins, les effets d'aubaine. On a des risques de chantage écologique, donc avec une perte de l'efficacité économique du dispositif. Ça récompense les moins vertueux si on respecte la condition d'additionnalité, c'est-à-dire qu'on va aller payer ceux qui n'ont pas changé leur pratique et qu'il faut accompagner financièrement à des changements de pratique, plus que récompenser ceux qui sont initiateurs de démarches environnementales. Et on a un arbitrage complexe entre efficacité, efficience et équité, que je vais vous présenter après dans une diapo suivante. Donc, quel est l'intérêt à mettre en place un PSE? Ça permet de développer un outil sur mesure adapté aux caractéristiques locales. Ça permet d'aller au-delà de la réglementation pour viser l'excellence environnementale. Ça permet de créer un changement de pratique là où d'autres outils n'ont pas suffi, grâce à l'incitation financière ciblant les fournisseurs de services écosystémiques. Ça renforce les échanges et la confiance entre les acteurs d'un territoire. On peut se servir d'un PSE comme d'un outil transitoire, permettant une sensibilisation et un accompagnement technique et financier des fournisseurs vers l'adoption de pratiques plus vertueuses, plus respectueuses de l'environnement. Et ça permet une reconnaissance sociale et une meilleure visibilité des fournisseurs de services. Alors là, on a une synthèse comparative des différents outils avec 4 critères: le temps d'action, le coût de suivi et de mise en œuvre, l'efficacité économique et l'efficacité environnementale. Donc, ça synthétise les propos que j'ai exposés auparavant. Donc, si on se focalise sur la dernière ligne qui nous intéresse, les PSE, on a un temps d'action moyen avec un coût de mise en œuvre qui est très variable selon les cas, puisqu'on a une typologie des PSE qui est vraiment variée. Une très bonne efficacité économique et une très bonne efficacité environnementale si on suit les termes du cahier des charges. Donc, l'idée, c'est d'avoir une combinaison d'instruments. Et là, pareil, on peut regarder la dernière ligne qui nous intéresse sur les PSE qui peuvent se combiner à la réglementation à moyen terme pour pérenniser les bonnes pratiques et qui peuvent se combiner, avec les approches volontaires pour la construction d'un capital social. Alors, je vous propose de faire une pause pour des questions. Alors, je vois pas de main se lever. Stéphane. Oui, j'aurais besoin peut-être d'une précision, un éclaircissement. La différence est illustrée qui est un fournisseur de services écosystémiques et qui est un bénéficiaire de services écosystémiques. Alors, un fournisseur de services écosystémiques, c'est par exemple, c'est les producteurs de services écosystémiques, c'est les activités économiques qui vont permettre la production de services environnementaux. Donc, par exemple, les agriculteurs, les exploitants forestiers, etc. Et les bénéficiaires de services écosystémiques, ce sont la plupart du temps les riverains, les citoyens, qui vont bénéficier des services écosystémiques rendus par la nature. Si on recroise avec le début de la présentation, les premiers sont plutôt dans les valeurs marchandes et les seconds dans les valeurs non marchandes. Oui, on peut voir ça comme ça. Oui, on peut voir ça comme ça. Après, il peut y Bien. avoir... Oui, tu vas illustrer par des exemples, Raphaël, Oui, je ça. pense, après. Oui. Ok. Merci. Mais du coup, celui qui est producteur de services écosystémiques, il est producteur dans la mesure où il a des bonnes pratiques. Voilà, mais en fait, même s'il n'a pas des bonnes pratiques, il est quand même producteur de services écosystémiques, mais il est pas, il maximise pas la production de services écosystémiques. D'accord. Et c'est qu'il intervient justement sur la nature par rapport aux services écosystémiques.
Très bien. Est-ce que moi l'exemple du coup de quand on avait travaillé ensemble, je le trouve assez parlant. On peut peut-être le dire rapidement ou pour Stéphane et pour les autres gestionnaires par rapport effectivement à quelqu'un qui va bénéficier de la qualité de l'eau parce qu'il va vendre de l'eau et du coup par rapport à ça, ben, les exploitants qui soient agricoles ou forestiers autour, en fonction des pratiques qu'ils ont, ils vont plus ou moins interférer sur la qualité de cette eau. Ou c'est Oui, pas. oui. C'est- Bah, on peut prendre cet exemple-là, par exemple Montroucous, Par exemple, oui. C'est, où là, on a une société d'embouteillage qui utilise l'eau, l'impluvium, pour son activité économique. Et, son activité économique est déterminée par les bonnes pratiques des agriculteurs et des exploitants forestiers sur l'impluvium. Et donc, les producteurs de services écosystémiques, ce sont les exploitants forestiers et les agriculteurs qui, par leurs pratiques, vont influer sur le service écosystémique. Donc, le service écosystémique, c'est la qualité de l'eau. Et vous avez le bénéficiaire qui est Montroucous, la société. Et, et elle bénéficie du service écosystémique, donc de la qualité de l'eau, pour son activité économique. Donc c'est ça la distinction entre producteur de services écosystémiques et bénéficiaire de services écosystémiques. Je ne sais pas si c'est clair. Stéphane, c'est clair ou Ben oui, ça c'est plus illustratif, mais illustratif par rapport au cercle économique, j'allais dire, aux acteurs économiques. oui. On n'a pas les autres acteurs qui peuvent intervenir, notamment dans le cadre des bénéficiaires, quoi. Mais oui, oui, c'est plus illustratif. Oui. Pauline? Oui, excusez-moi, vous êtes allé un peu vite sur sur la définition de l'additionnalité environnementale. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est? Alors, l'additionnalité environnementale, c'est s'assurer, en fait, c'est une condition je vais l'expliquer un peu après dans la suite des diapos, sur les focus sur les PSE. En fait, c'est quand on met en place un PSE, il faut s'assurer de l'additionnalité environnementale du dispositif. Donc, c'est comparer une situation avec PSE et une situation sans PSE, faire 2 scénarios d'études et s'assurer que dans le scénario avec PSE, on a un gain environnemental par rapport au scénario sans PSE. Et que grâce à la mise en place du PSE, on a la préservation de services écosystémiques qu'on n'aurait pas dans le cas d'un scénario sans PSE. Je ne sais pas si c'est plus clair. Pauline, du coup, ça a répondu à Oui, ta c'est bon, question. merci beaucoup. Merci. Christine? Oui, moi, excusez-moi, j'ai des oiseaux aussi. J'ai une question particulière. Je suis propriétaire forestier. J'ai des îlots de sénescence dessus. Et est-ce que le fait de ne rien faire, de maintenir les îlots de sénescence en l'état, ça peut faire l'objet, donc je suis fournisseur de services, le fait de maintenir ces îlots de sénescence augmente ma fourniture de services. Est-ce que dans ces cas-là, effectivement, ça peut bénéficier de paiements écosystémiques, puisqu'en fait, les gens en profiteront davantage aussi derrière? Ah bah, il faut trouver les bénéficiaires qui sont prêts à payer pour garder ces îlots. D'accord. Et si vous trouvez des bénéficiaires, mais comme vous le faites, il y a un problème d'additionnalité environnementale, mais comme vous le faites de vous-même sans paiement, c'est pas dit qu'avec un PSE, il y ait une additionnalité environnementale Alors, supplémentaire. pour le moment, je le fais pas. Je le Ah, fais pas. d'accord. Et ben moi, je souhaite que mes vieilles forêts, que mes trames vieux bois augmentent sur le territoire. Je sais qu'il y a quelqu'un qui peut payer pour le faire. Effectivement, dans ces cas-là, plutôt que de tout couper et de faire de l'exploitation en coupe rase, effectivement, dans ces cas-là, ça pourrait faire l'objet d'un PSE. Oui. OK, merci. Christine, tu t'es pas présentée, du coup, j'ai un doute sur le Pardon. fait. C'est une question personnelle ou c'est une question par rapport aux ENS? Ah non, alors déjà, c'est pas une question personnelle parce que je me permettrai pas. Donc, je suis Oui, oui, Christine Payen, pardon, chef du service biodiversité et aménagement durable du conseil départemental de la Haute-Garonne.
on a effectivement une politique NS et une politique, le plan arbre et forêt. Et on essaye de voir comment on peut accompagner les petites collectivités pour maintenir leur, en tant que conseil départemental bien sûr, pour développer et maintenir leur vieille forêt. Voilà. Ouais, Donc, je m'en doutais un peu, c'est pour ça que je te demandais de te présenter, parce que la façon dont tu posais la question, non, on non, avait non, j'ai presque pas, l'impression que c'était par rapport à tes forêts. non, 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 je suis pas propriétaire, je suis désolée, j'ai pas ce plaisir. Et ça peut être le piège, ça, effectivement, Raphaël, donc de se dire finalement que c'est les personnes qui ont des mauvaises pratiques et qui peuvent bénéficier de PSE, parce que ceux qui font déjà bien, finalement, on n'a pas intérêt, puisqu'il n'y a pas l'additionnalité, à mettre en place quelque chose. Ça peut être aussi Ouais. pas des inconvénients, mais un prisme de ce dispositif. Ouais. Pauline, tu as toujours la main levée, mais je suppose que c'était par rapport à tout à l'heure. Beaucoup de monde, mais peu de questions. Émilie, il y a Émilie qui a la main Ah. levée. Émilie? S'il y a d'autres personnes, je peux laisser la place, hein, mais Non, en mais fait, justement, je ne voyais pas d'autres mains, à part Stéphane, mais je ne sais pas pareil si tu n'as pas baissé ta main. Donc, Émilie et ensuite Stéphane. oui, est-ce que, bon, c'était pas écrit que la condition d'une PSE, au moins pour celui qui paye, est-ce que ça doit être d'origine privée ou publique? Ça veut dire que, est-ce que, par exemple, là, je suis un peu, même si c'est pas trop dans la logique du conseil départemental de la Haute-Garonne, mais est-ce que, par exemple, le conseil départemental de la Haute-Garonne peut se dire que ils vont en fait dédier un budget pour payer des PSE? Parce que eux, ils sont représentants, disons, des bénéficiaires donc de la société. Est-ce qu'il y a il y a une condition sur l'origine de ce paiement, privé-public? Voilà, merci. Alors, ça peut être les deux, ça peut être public ou privé, mais je vais présenter juste après les différents types de PSE. Et en fait, c'est un outil qui est extrêmement flexible, donc il n'y a pas de payeur a priori. Ça peut être différents montages financiers envisageables, public comme privé. Et après, on rentre dans le cadre de différents types de PSE possibles que je présenterai après. Teasing. Stéphane? Ça rejoint un peu la question juste précédente là, mais je me dis si on reprend l'exemple de Montrouscous, ça voudrait dire que le bénéficiaire, c'est le producteur d'eau embouteillée, et que du coup, par rapport à l'additionnalité environnementale, il serait prêt à rémunérer via un PSE les producteurs de services écosystémiques, donc les exploitants agricoles. Et donc, pour avoir une additionnalité environnementale, si on reste sur les arbres et les haies, par exemple, l'auto-épuration, la contribution des haies à l'auto-épuration, inciter à ce qu'il y ait du remaillage de haies sur le territoire. Donc ça, ce serait le bénéficiaire avec un consentement à payer auprès du producteur. Et si on tire le fil, pour les services écosystémiques paysagers, pour prendre un exemple, ça pourrait être aussi une association de riverains qui imaginerait une cagnotte commune, je ne sais pas comment le formuler, avec un consentement à payer pour rediversifier les paysages. Et donc, il pourrait contribuer aussi, en tant qu'acteur privé, au modèle de financement du PSE. Oui, tout à fait, oui. Ouais. Okay. Oui, oui, tout à fait. Et comme ça, hop, on sort du cercle juste des économistes entre eux et hop, on remet les non-marchands dans le système. Bon, voilà, merci. C'est super intéressant, ça. Une autre remarque, question, intervention? On rentre dans le vif du sujet. Bon, et bien écoute, Raphaël, je pense qu'on peut passer au PSE. Oui. Je repartage donc mon écran. Hein. Oui. Alors maintenant, on va faire un focus sur les PSE, les paiements pour services environnementaux. Alors, pour commencer, les critères de définition du PSE.
Donc, on en a 5. Le premier, c'est l'objet du contrat. Donc, c'est un contrat, le PSE, c'est un contrat, il faut bien en tenir compte. Et l'objet du contrat, c'est la préservation ou la restauration d'un service écosystémique ou d'un bouquet de services écosystémiques si on veut être adapté, pertinent au niveau écologique et prendre en compte différents services écosystémiques qui sont en interrelation entre eux et faire en sorte qu'on n'est pas dans une logique où la préservation d'un service écosystémique diminue la production d'un autre service écosystémique. Et donc, c'est dans cette logique-là qu'on prend en compte un bouquet de services écosystémiques. Le deuxième critère de définition, c'est la conditionnalité. Donc là, c'est simplement de dire que effectivement le contrat est bien mis en œuvre et sous condition de restauration et de préservation des services écosystémiques. Ensuite, on a le critère d'additionnalité, comme j'ai expliqué. Donc là, c'est la comparaison avec un scénario sans PSE et s'assurer qu'il y a un gain environnemental avec le PSE. Ensuite, le quatrième critère de définition, c'est le caractère volontaire du changement de pratique. Donc, on est sur un outil basé sur le volontariat des producteurs de services écosystémiques et le caractère incitatif. On est dans une approche dynamique et une articulation avec d'autres outils. Tu peux passer. Alors, on a une multitude d'applications des PSE et on a une cartographie des PSE que je vais vous présenter diapo suivante en fonction de 2 critères. Ouais, avant, tu peux revenir. En fonction de 2 critères, du caractère contraint ou non du paiement et de savoir si les payeurs sont bénéficiaires du service ou non. C'est-à-dire que ça peut être des payeurs qui sont plus généraux que les bénéficiaires. Tu peux passer, ouais. Donc là, si on a cette cartographie des PSE, donc on distingue en bleu les PSE où on a des payeurs volontaires et en vert, les PSE où on a des payeurs contraints. Et dans chacun des cas, on distingue 2 situations. La situation bilatérale, où on a des payeurs qui sont bénéficiaires du service écosystémique, et la situation collective, où on a des payeurs qui ne sont pas forcément bénéficiaires du service écosystémique. Et donc, ça fait 4 possibilités de PSE. Donc, le premier, c'est ce qu'on appelle l'archétype du PSE, parce que c'est vraiment là-dessus que se base le PSE. Donc, c'est un accord de volonté entre bénéficiaires et producteurs de services écosystémiques, donc qui se matérialise sous forme de contrats de fourniture de services, d'accords bilatéraux privés, d'accords de bioprospection, de certification environnementale. Le deuxième type de PSE, c'est des contributions volontaires de consommateurs non nécessairement bénéficiaires pour rémunérer les pratiques produisant un service écosystémique. Donc, par exemple, c'est des dons qui sont faits pour rémunérer des pratiques. Donc, vous faites un don à une association environnementale au Cambodge, vous n'êtes pas bénéficiaire des services écosystémiques qui sont rendus au Cambodge, par exemple par la forêt au Cambodge. Vous n'êtes pas bénéficiaire, on va dire que, mais vous avez contribué via un don, et là, c'est un PSE. Ensuite, vous avez les PSE avec des payeurs contraints. Donc, le premier cas, les PSE bilatéraux, où là, en fait, on a le bénéficiaire qui est payeur. Le payeur est bénéficiaire du service écosystémique. Donc, c'est ce qu'on appelle des PSE obligatoires et bilatéraux. Et c'est par exemple les droits payants d'utilisation d'une ressource, le droit d'accès à un espace naturel, la taxe sur un service écosystémique spécifique. Donc, par exemple, c'est payer un droit d'accès à un parc naturel. Aux États-Unis, c'est le cas souvent. Et là, on est dans si les recettes de ces droits d'accès viennent financer la restauration de services écosystémiques, on est dans le cadre d'un PSE. Et enfin, le dernier type de PSE, c'est des payeurs contraints en collectif, donc avec des bénéficiaires qui sont pas, avec des payeurs qui ne sont pas forcément bénéficiaires du service écosystémique. Et donc, on a par exemple les subventions publiques, les taxes affectées à la rémunération de pratiques, etc. Alors, il faut bien comprendre qu'il y a un arbitrage
entre 3 critères pour définir un PSE: l'efficacité, c'est-à-dire l'amélioration de l'état de l'environnement, l'efficience à moindre coût et l'équité. L'équité entre les fournisseurs de services écosystémiques et l'équité entre les bénéficiaires du service écosystémique. Et donc, on a un équilibre à trouver comme ça entre ces différents critères et qui vont jouer sur la distribution des revenus et les coûts de transaction. Alors maintenant, je vais vous présenter les différentes étapes de mise en œuvre d'un PSE. La première étape, c'est d'identifier le service ou le bouquet de services potentiellement concernés par le PSE. Ensuite, d'identifier les acteurs clés et préparer leur adhésion au projet. Puis définir le périmètre d'intervention, élaborer le cahier des charges du PSE, déterminer le montant du PSE, définir le montage organisationnel et financier du PSE, et enfin, la dernière étape, suivre, évaluer et ajuster le contrat PSE. Donc, diapo suivante, vous avez un arbre de décision qui vous rappelle les différentes étapes que je viens d'énoncer, et en fait, le cheminement à avoir en termes de questionnement pour mettre en place un PSE. Donc, on va le voir ensemble. Donc, la première question, c'est: l'écosystème étudié est-il en mauvais état ou présente-t-il un risque de dégradation? Alors, sinon, si ce n'est pas le cas, qu'il n'y a pas de mauvais état ou un risque de dégradation, il faut utiliser les fonds disponibles pour protéger les zones dégradées ou vulnérables. Si oui, on peut continuer dans le raisonnement et se poser la question: quelles sont les démarches environnementales qui ont déjà été mises en œuvre pour protéger l'écosystème et pourquoi cela ne suffit pas? Donc, s'intéresser aux obstacles rencontrés, par exemple le manque d'incitation au changement de pratique, la faible capacité financière des fournisseurs, le manque de moyens de contrôle, le manque de volonté politique. Et ensuite, se poser la question: quels sont les outils à disposition pour lever ou contourner ces obstacles? Et c'est là qu'on a une première analyse comparative des avantages et inconvénients des outils qui sont à disposition, dont le PSE, qu'on va comparer aux outils réglementaires, à la sensibilisation, au plan d'action, etc. Ensuite, on se pose la question du niveau de connaissance du territoire en termes écologiques et en termes d'activité économique. Donc, si on n'a pas ou peu de connaissances, il faut estimer ses coûts d'acquisition de connaissances et réaliser les études techniques si le budget le permet. Et sinon, on continue le raisonnement et les questionnements en se posant la question: qui sont les fournisseurs de services écosystémiques et y a-t-il un lien avéré entre état et risque de l'écosystème et pratique des fournisseurs? Et qui sont les bénéficiaires du service écosystémique et quelle est leur capacité à payer? Et l'idée, c'est d'évaluer le degré d'homogénéité des deux groupes. Suite à ça, on procède à une analyse des jeux d'acteurs pour identifier les potentiels financeurs, les médiateurs, les porteurs ou opposants au projet. Et on réalise une cartographie d'acteurs et on désigne une structure porteuse. Tu peux passer à la diapo suivante, Julie. Ouais. Ensuite, dans l'étape 3, on définit le périmètre d'intervention du PSE en s'assurant de la cohérence écologique, économique et politique du périmètre. Ensuite, on élabore le cahier des charges en concertation avec les parties prenantes. On définit les modalités du contrat, la durée, la conditionnalité de paiement, etc. Donc là, c'est une phase de négociation entre les différentes parties prenantes. Ensuite, on va se baser sur l'évaluation du consentement à payer d'une part et l'évaluation du consentement à recevoir d'autre part pour définir le montant du PSE. Et il faut trouver des financements complémentaires si le consentement à payer des bénéficiaires est inférieur au consentement à recevoir des fournisseurs de services écosystémiques. Ensuite, on définit le montant du PSE et, si possible, définir un montant individualisé en fonction de l'effort en termes de changement de pratique et de valeur environnementale générée. Ensuite, on définit le montage organisationnel et financier dans l'objectif de limiter les coûts de transaction et de favoriser l'autocontrôle. Et ensuite, dernière étape, on suit, on évalue et on ajuste ce dispositif où il faut s'assurer d'un véritable respect du cahier des charges. Avant de passer à la suite, je vous propose de faire une pause pour des questions. Alors, je vois pas si... Ah bah, merci Stéphane de dynamiser la partie des questions. Heureusement que tu es là.
Bah, c'est pas forcément une question, mais une remarque. C'est-à-dire que ça me fait penser, en fait, dans les dernières explications, je perçois que le système de redevance dans le domaine de l'eau des agences de l'eau, on est plutôt dans un système qui s'apparenterait, si je puis dire, à une espèce de méga PSE, parce qu'on retrouve un peu toutes ces logiques-là. Et j'ai le sentiment que l'intérêt d'avoir demandé aux agences de l'eau de mettre en place des PSE, proprement parler avec ces vocables-là, qui deviennent un peu sur le devant de la scène, c'était de pouvoir aller plus loin, justement sur des cas particuliers où ces approches macroscopiques du système de redevance qui existe depuis les années 60, d'aller permettre des changements de pratiques qui ne se mettaient pas en place encore localement, alors qu'on connaissait les contextes, les besoins et les nécessités d'eux. Donc, je me dis que c'était intéressant d'avoir ces approches-là via les agences de l'eau. Et par contre, je me dis, dans le domaine terrestre, étant donné qu'on n'a pas toutes ces approches-là pour l'instant assises sur un système de redevance, on va plutôt passer par la mise en place de petits PSE, enfin de PSE locaux, et peut-être que ça contribuera à faire émerger un vrai système méga PSE assis sur des systèmes de redevance. Voilà, c'était une réflexion que je me faisais et que je voulais partager avec vous. Oui, tout à fait. Merci Stéphane. Christine? Raphaël n'a pas évoqué du tout la durée des contrats PSE. Donc, j'aimerais savoir s'il y a des règles, si ça peut être renouvelé ou pas. Alors, peut-être que c'est dans le cas pratique et dans les cas particuliers, mais j'aimerais avoir une idée sur la durée et le fait que ça puisse être reconduit ou pas. Alors, il n'y a pas de règle sur la durée. Ça peut être 2 ans, comme ça peut être 20 ans. C'est vraiment au cas par cas. C'est des contrats qui sont très flexibles et on peut y mettre ce qu'on veut. Et oui, ça peut être reconduit. Ça peut être ajusté et reconduit au bout d'un certain temps. Il n'y a aucun problème. Mais l'objectif, c'est de s'assurer à chaque fois de l'additionnalité environnementale et si on reconduit le dispositif, c'est parce qu'on en a vraiment besoin pour garantir un changement de pratique. Et c'est pas uniquement dans le cadre d'un chantage écologique. Merci. N'hésitez pas à poser des questions, hein, profitez-en, vous n'aurez pas à nouveau cette occasion qui se représentera souvent. Je vois que si vous voulez nous faire part un peu de vos expériences ou comment dire, d'exemples sur votre territoire ou de choses qui pourraient rentrer dans ce cadre, n'hésitez pas, hein. Non. Bon, ben on va rentrer. Peut-être il y aura plus de questions après les cas pratiques, Raphaël. Pour l'instant, ça a l'air d'être très clair. Ou sinon, tout le monde dort. C'est au choix. Alors, Voilà. je te laisse reprendre. Oui, je te laisse passer la diapo suivante. Donc, on va passer au cas pratique. Donc, on va reprendre la cartographie des PSE que je viens de vous présenter, les 4 grands types de PSE, et je vais vous présenter un exemple pour chaque type de PSE de ce qui peut être fait. Donc, le premier, c'est, je rappelle, un PSE avec des payeurs qui sont volontaires et bénéficiaires du service écosystémique. Et donc, on est sur un accord de volonté direct entre les bénéficiaires et les producteurs de services écosystémiques. C'est ce qu'on appelle l'archétype du PSE parce que c'est ce qu'il y a de plus simple en termes de démarche. Tu peux passer la diapo suivante. Donc, l'exemple, c'est l'exemple de Vitel, donc la société d'eau minérale, qui a créé une filiale dédiée à la protection des ressources en eau Vitel et à la gestion du PSE qui s'appelle AgriVert. Ils ont mis en place un PSE, donc je vais vous expliquer dans la diapo suivante l'historique de la démarche, mais avec plus de 30 exploitations agricoles sur plus de 50 hectares qui ont signé sur 25 ans un cahier des charges les engageant sur 30 ans à respecter un certain nombre de contraintes. Donc la logique d'intervention de Vitel, donc ça a commencé dans les années 80, c'était d'entamer un dialogue avec les agriculteurs pour démontrer la possibilité d'intérêt commun
et l'existence de solutions gagnant-gagnant pour la protection de l'impluvium et l'activité agricole de l'autre côté. Donc en 89, ils ont lancé le programme Agrève en partenariat avec l'INRA. Et l'objectif, c'était de faire un programme de recherche sur les modifications de pratiques agricoles et de voir quelles pouvaient être les bonnes pratiques agricoles pour préserver l'impluvium. En 92, on arrive à la phase 2 du programme Agrève et la création de la filiale AgriVert de Nestlé Waters pour gérer le PSE. Et le PSE n'est mis en place qu'en 2004. Donc au final, ça a mis plus de 10 ans pour la mise en œuvre et la consolidation du PSE. Donc les pratiques qui ont été retenues dans le cahier des charges, c'est la suppression totale de l'utilisation de pesticides, herbicides et produits phytosanitaires, le respect pour l'élevage d'une vache à l'hectare et la suppression de la culture du maïs. Donc pour faire une synthèse, les plus et les moins de la démarche, donc c'est un outil qui est sur mesure, mais qui est long à se mettre en œuvre. Il faut faire attention à la multiplication de ce type de PSE parce que c'est au cas par cas et ça peut générer des chantages écologiques. Donc, c'est à voir en complémentarité avec la réglementation et la sensibilisation. Le deuxième exemple, c'est un PSE avec des payeurs volontaires, mais qui ne sont pas forcément bénéficiaires du service écosystémique. Donc, je vais vous présenter l'association Silvat. L'objectif, c'est une association qui a été créée en 2015 par la région Rhône-Alpes, la métropole de Lyon et par une banque, Neuflize. Et ils font une levée de fonds par mécénat auprès des entreprises et des collectivités locales pour financer des PSE. Donc l'objectif, c'est de définir sur un massif forestier donné un plan sylvicole de territoire, ce qu'ils appellent un PST, qui énonce les bonnes pratiques forestières qui tiennent compte de ce qu'ils appellent les urgences sylvicoles du territoire. Donc les urgences sylvicoles, ça peut être la préservation de la biodiversité, le stockage de carbone, les enjeux socio-économiques liés à l'activité sylvicole, etc. Tu peux passer. Donc, ils ont mis en place des PSE avec des modalités mises en œuvre suivantes. Un taux d'aide de 40% du coût des travaux forestiers pour les communes et de 70% pour les privés. Un engagement à avoir des bonnes pratiques sur 10 ans et un contrôle des bonnes pratiques par des auditeurs externes, ce qui représente 10% de la levée des fonds. Et les résultats, c'est qu'on est à plus de 7000 hectares de travaux forestiers financés par le dispositif sur 29 massifs forestiers concernés. Donc là, vous avez un graphique qui vous montre les impacts des actions qui sont financées sur le massif du Burgé, avec les différents changements de pratiques qui ont été mis en place. Donc en bleu, l'amélioration des peuplements irréguliers résineux. En rouge, les régularisations et l'amélioration des peuplements de feuillus. Et en vert, la valorisation d'anciennes friches et taillis de faible qualité sur les terrains productifs. Et là, vous avez une analyse multicritère, donc avec les impacts économiques, l'efficacité en termes de stockage de carbone, l'amélioration de la biodiversité et les impacts écosystémiques qui sont jugés sur une grille de 0 à 4. Donc les plus et les moins du dispositif, donc les plus, c'est un taux d'aide incitatif au changement de pratique et une bonne prise en compte des spécificités locales. Par contre, on est sur un modèle avec des sources de revenus incertains puisqu'on dépend du mécénat et qu'on peut avoir un manque de revenus. Donc, il faut des financements complémentaires pour venir financer le PSE. Troisième exemple, on est sur des payeurs contraints, donc des PSE obligatoires, avec des payeurs qui sont bénéficiaires du service écosystémique. Donc, je vais prendre l'exemple de la protection des services hydrologiques rendus par les forêts au Mexique. Donc, l'État mexicain a décidé de mettre en place un PSE à l'échelle nationale pour ce qui concerne les forêts et le lien entre forêt et eau, et de protéger les forêts, donc d'éviter la déforestation pour préserver
le service de recharge de nappes qui sont rendus par les forêts. Donc, ils ont défini des règles de gestion et interdit la déforestation sur certaines zones pour un montant de 133 $ par an et par hectare, et qui a été financé par une contribution obligatoire des sociétés de distribution d'eau, ce qui représentait 3,5% de leur chiffre d'affaires, plus le budget de l'État, plus un budget des ONG. Et l'objectif, donc, c'était d'arrêter la déforestation sur certaines zones qui permettaient la recharge de nappes. Donc là, vous avez le schéma qui présente le montage organisationnel et financier du dispositif, avec les payeurs qui sont des entreprises de distribution d'eau et qui sont à la fois payeurs et à la fois bénéficiaires du service écosystémique de recharge de nappes rendu par les forêts. Vous avez les intermédiaires, qui sont l'État de Mexico et le CONAFOR, qui est l'équivalent de l'ONF. Et enfin, en dernier lieu, les producteurs, qui sont les propriétaires forestiers, qui vont conserver le couvert forestier avec les bonnes pratiques et rendre les services écologiques, hydrologiques par les forêts. Donc, les plus et les moins, c'est une source de revenus assurée parce qu'on est sur un dispositif où on est sur des payeurs contraints. Après, avec l'élargissement du dispositif à l'échelle nationale, on peut avoir une perte de dynamique et une relation producteur-bénéficiaire qui n'est pas établie directement et des coûts de transaction plus élevés. Et on peut se poser la question de l'intérêt collectif qui est mieux garanti avec le caractère parapublic du dispositif. Et enfin, dernier exemple, ce sont les PSE avec les payeurs qui sont contraints, mais qui ne sont pas forcément bénéficiaires du service écosystémique. Donc, l'exemple, c'est les MAEC, pour protéger la qualité des eaux, la diversité biologique et la beauté des paysages. Et donc, l'idée, c'est d'engager les agriculteurs à l'adoption de bonnes pratiques, la restauration de haies, les surfaces herbagères, la limitation de produits phytosanitaires, etc. Et on est sur une démarche avec des fortes disparités nationales du montant des MAE. Donc, à 410 € l'hectare pour la France et plus de 1 000 € hectare pour 9 États membres. Donc, les plus et les moins, c'est qu'on a une source de revenus qui est assurée. On a un élargissement du dispositif à l'échelle européenne qui peut générer une perte de dynamique, une relation producteur-bénéficiaire qui n'est pas établie directement et des coûts de transaction plus élevés. De la même manière que pour le Mexique, on peut se poser la question de l'intérêt collectif qui est mieux garanti par le caractère parapublic du dispositif. Mais par contre, on a une moins bonne prise en compte des spécificités locales. Donc la synthèse, c'est qu'on a une multitude de modèles présentant chacun leurs avantages et leurs inconvénients. On est sur un outil plutôt sur mesure et un outil récent dont l'évaluation reste à enrichir. On a un bon rapport coût-efficacité. On concentre les efforts là où les bénéfices sont les plus grands et les coûts les plus faibles, mais des coûts de transaction qui sont importants si les acteurs sont nombreux. On a une responsabilisation des acteurs via la contractualisation et ça demande la nécessité d'un cadre juridique solide. Alors, les enseignements. Donc, premièrement, il faut s'assurer, encore une fois, comme je l'ai dit plusieurs fois, de l'additionnalité environnementale. Donc, cibler des zones à haut service environnemental, limiter les effets d'aubaine et définir des modalités contractuelles adaptées. Par exemple, obligation de moyens versus obligation de résultat. Indemniser de manière personnalisée. Donc, il faut une bonne connaissance biophysique du territoire et du contexte socio-économique et institutionnel et prendre en compte les spécificités locales. Il faut assurer un contrôle régulier avec des moyens de contrôle suffisants et la neutralité de l'instance de contrôle. Limiter les coûts de transaction qui accroît avec le nombre d'acteurs et le nombre d'intermédiaires. Et développer une coordination avec les autres outils et politiques de protection en limitant les effets rebonds, les effets bordure, les effets prix et en garantissant la pérennité des bonnes pratiques.
Merci de votre participation. Si vous avez des questions, on peut y répondre. Ça paraît très complexe. Je sais pas, c'est des choses qui sont très très intéressantes, mais qui me semblent être difficilement mis en œuvre sur une petite échelle, un petit territoire, hein. Qu'est-ce que tu en penses, Raphaël? Est-ce Oh que bah c'est... non, au contraire, c'est un outil Non? qui est flexible, qui peut être mis en place. Bah, forcément, on passe sur un tout petit territoire avec 2 acteurs, ça peut être plus compliqué, mais ça peut être mis en place. C'est un outil très, très flexible qui peut être mis en place sur un petit territoire aussi. Petit territoire. Alors, on a des questions. Céline et ensuite Gaëlle et ensuite Stéphane. Oui, bonjour Céline Cabas de... Mon micro. Bonjour Céline Cabas de l'ONF. Je me demandais s'il y avait dans les tuyaux des projets de PSE à votre connaissance dans nos régions méditerranéennes ou si c'était pour l'instant encore quelque chose d'un peu théorique. Parce que qui peut générer, enfin, il y a des grosses entreprises, comme on a vu tout à l'heure, Vitel, mais sinon, à part ça, qui peut générer cet élan, par exemple? Est-ce que l'État a quelque chose dans les tuyaux qui se précise ou... Voilà. Je ne sais pas si Alors, ma il y a question est plusieurs claire. PSE. Il y a plusieurs PSE qui ont été étudiés dans le cas du Haut-Languedoc avec la société Montroucous, avec Aven. Donc, c'est des acteurs privés qui mettent en place ces démarches-là, mais qui ne sont pas forcément connus et reconnus à l'échelle régionale, puisque c'est assez discret comme démarche. Euh, mais après, ça peut être à l'initiative d'acteurs publics comme d'acteurs privés. Et c'est très, les modèles sont très variés. Il n'y a pas de règles. Oui, ça peut être une collectivité, par exemple, une Ça peut être une Comcom, collectivité. une... Oui. Mais pour l'instant, il n'y a pas. Enfin, moi, j'avoue que bon, je suis en PACA, mais je n'ai pas ouï dire qu'il y avait quelque chose, un mouvement qui s'engageait en ce sens. Alors, je ne sais pas si c'est parce que l'outil est un peu complexe, nouveau. Oui. Après, ça va peut-être se développer. Pour l'instant, c'est plutôt à l'initiative de privés. Hmm. C'est vrai. C'est vrai que c'est la réflexion que je faisais, tu vois, Raphaël. Ça paraît complexe, même si, du coup, quand tu baignes dedans ou que tu connais un peu mieux le dispositif, tu dis que c'est adaptable, effectivement, que ça peut être en bilatéral, enfin, entre deux acteurs ou autre. Mais effectivement, la dynamique pour arriver à mettre en œuvre le dispositif paraît, pas insurmontable, mais paraît importante et complexe, effectivement, même si ça ne l'est pas, peut-être. Mm. Sur le Haut-Languedoc, je crois que quelque chose qui est existant aussi, c'est ce qui est fait par la société, par la Salvetat, qui a créé une association qui finance des actions, justement, je ne sais plus comment, c'est Danone d'ailleurs, je crois, mais Oui. effectivement, c'est toujours des grosses sociétés en fait qui financent des pratiques sur leur territoire. Et je me souviens pas très bien, moi, il y avait un exemple dans un des parcs, dans le cadre d'IPAMAC, par rapport à la préservation d'un lac et le paiement, je crois, enfin, ils avaient rendu paiement le parking pour accéder à un site. C'était un petit peu différent, c'était en lien avec une collectivité. On peut en parler de cet exemple, si tu t'en souviens, parce que moi, je ne me souviens pas du tout. Ou pas Je forcément, ça n'avait pas m'en abouti. souviens pas non plus. Non, bon, mais faudra que je le recherche. Il me semblait qu'il y avait une collectivité qui avait mis en place un parking un peu loin d'un lac et ce parking était payant et avec les sous qui étaient récoltés, ils finançaient du coup des pratiques, hein, enfin comment dire, agriculteurs autour de ce lac pour avoir des pratiques plus respectueuses de l'environnement par rapport à la qualité de l'eau du lac, quelque chose comme ça. D'accord, Mais d'accord. bref, c'est un petit peu flou, hein. Gaëlle, tu voulais intervenir? Oui, bonjour. Donc, je suis au Conservatoire botanique national Pyrénées-Midi-Pyrénées, chargée de projet agroécologie. Donc, ça rejoint un peu la question donc, qui paye et donc aussi une question de durabilité en fait de ces services environnementaux, puisque s'il n'y a plus de paiement, comme vous l'expliquez, il y a un risque
de, de revenir en arrière. Donc, qu'est-ce qui peut être fait pour que ça dure, en fait? Et ensuite, j'avais une question aussi sur le fait que donc, les producteurs de services environnementaux qui sont payés sont aussi en fait bénéficiaires. Donc, est-ce que ça apparaît dans la méthode? Enfin, c'est vrai que moi, j'aurais bien aimé qu'on aborde la méthode d'estimation de ces paiements. Voilà. Alors, je suis Alors, désolée, c'est à cause de moi qu'il n'y a pas eu cette partie, effectivement, que je trouvais un peu complexe. Mais alors, je m'en excuse. Je ne sais pas si on peut éventuellement rentrer un petit peu dedans, vu qu'il reste du temps, Raphaël, ou si je fournis juste la présentation. on C'est peut un la souhait. présenter. Si Moi, tout le monde est je l'ai supprimé du PowerPoint que j'ai enregistré comme ça, donc je ne l'ai pas ici. Est-ce que vous souhaitez qu'on rentre un petit peu dans... On fait un vote à main levée sur... on prendra d'abord les questions de Stéphane et de Sandrine, et ensuite, dans la mesure où il nous reste du temps, si vous souhaitez qu'on aborde cette partie-là. Ceux qui sont intéressés peuvent rester éventuellement, et ceux qui... On peut faire ça. Bon, on finit d'abord les questions par rapport à cette partie-là. Mm. Donc Stéphane et ensuite Sandrine. Oui, merci. Mais du coup, ça rejoint ce dont on est en train de parler. Donc, moi, je suis aussi preneur là pour aller un peu plus loin dans la méthode. La réflexion que je me faisais par rapport à un portage par une collectivité territoriale locale, sortir peut-être des acteurs macro qu'on a déjà abordés, type Vitel, etc. Je me disais que pour le financement des PSE, il y avait peut-être pour les collectivités concernées des liens à faire avec la dotation globale de fonctionnement de l'État vis-à-vis des collectivités, en particulier celles qui perçoivent le volet biodiversité et aménité rurale. Donc on est plutôt dans les parcs naturels régionaux, les sites Natura 2000 et les parcs nationaux, dont d'ailleurs le montant, si ça va au bout, dans le projet de loi de finances 2024, devrait être à nouveau relevé comme il a été relevé en 2023. Mais une fois qu'on a dit ça, et c'est là que je rejoins la question sur la méthode et qui peut aider, c'est-à-dire qui peut aider une collectivité à s'engager dans un partenariat comme ça, à monter un projet, ne serait-ce que réfléchir à l'émergence d'un projet. Et comme illustration d'autres acteurs, je me dis que localement, tout ça, ça pourrait être peut-être aussi en lien, alors en faisant attention avec le recouvrement, les effets de bord, etc., entre la réglementation et d'autres aspects, mais il pourrait y avoir des liens avec les PCAET, je me dis. Tout ce qui est peut-être l'agroécologie, la consommation, les circuits courts, etc. Il pourrait y avoir des choses là-dessus. Mais du coup, quand on pose la question qui peut accompagner, on tombe aussi sur la question attention au coût de transaction, des multiplications des interlocuteurs, afin que tout revienne bien à ce qui est visé initialement et pas à un système où on se rémunère des acteurs sur ce dispositif, si je puis dire. Et je relis ce que je me suis noté. Non, mais la deuxième chose, vous aviez répondu. Et du coup, oui, je suis preneur d'éclairage plus sur la méthode et qui peut accompagner. Est-ce qu'il y a des prestataires? Est-ce qu'il y a des structures publiques? Voilà, mais peut-être qu'on va avoir les réponses avec la méthode par la suite. Oui, Sandrine? tout à fait. Oui, bonjour à tous. Moi, je suis Sandrine Navarre, donc chargée de mission Natura 2000 sur les étangs palavasiens. Et c'était juste en fait un exemple de PSE qui a été mis en place par une collectivité. Vous pouvez aller consulter sur Internet le PSE en Grand Pic Saint-Loup. Alors, c'était axé sur la viticulture. En fait, enfin, ce projet, il est toujours en cours. Il est axé sur la viticulture. Et là, c'était par rapport à des enjeux environnementaux, évidemment biodiversité, mais aussi des enjeux eau, donc préserver la qualité de l'eau et la biodiversité. Et en fait, la Comcom du Grand Pic Saint-Loup a monté un gros PSE. Et je sais qu'une grosse partie des financements viennent de l'Agence de l'eau.
Voilà, donc il y a tout je viens de regarder là et j'ai vu que sur développementdurable.gouv.fr, il y a une présentation du projet pour ceux que ça intéresse. Et ce projet, du coup, il court jusqu'en décembre 2025 et il a été lancé en 2020, je crois. Et après, si vous souhaitez plus d'informations justement sur éventuellement un accompagnement, je sais qu'il y a une chargée de mission qui travaille sur le PSE en Grand Pic Saint-Loup et ça peut être l'occasion aussi de la solliciter pour voir comment elle a travaillé et si elle s'est faite accompagner par un prestataire ou autre chose. J'imagine qu'en complément des agences de l'eau, il y a dû avoir d'autres financements complémentaires, j'imagine la collectivité, mais peut-être d'autres sources de financement. Voilà. Et je sais que sur cette Aglopole Méditerranée aussi, alors là, j'ai pas le détail, mais je sais qu'ils ont mis en place aussi un PSE. Mais là, effectivement, j'ai pas le détail, mais euh, si ça vous intéresse, je pourrais aller me renseigner si besoin. Voilà. Merci Sandrine. Et effectivement, sur le Pic Saint-Loup, c'est Emmapic, hein, je crois, qui s'en occupe du Oui, coup. Mais voilà, aujourd'hui, on était sorti un peu de cet exemple-là parce que c'est vrai que c'est des PSE2, l'agence de l'eau, c'est souvent ceux que tout le monde connaît. Alors, je crois que c'était une expérimentation, je ne sais pas si ça perdure. Comme le dit Marie dans le chat, là, je crois que c'était pour en remplacement ou en test par rapport au MAE à un moment où il y avait un changement de programmation. Et c'est toujours du coup avec des financements publics de l'agence qui étaient proposés dans ce cadre-là. Et aujourd'hui, effectivement, je souhaitais qu'on… Alors, même si c'est intéressant aussi, si ça vaut le coup d'aller regarder, hein, merci pour l'exemple, on n'en a pas parlé aujourd'hui parce que aujourd'hui, c'était effectivement des PSE avec des financements qui n'étaient pas automatiques. Enfin, je ne sais pas comment expliquer, mais ces PSE de oui. l'agence de l'eau, effectivement, c'était quelque chose qui était proposé, c'était un appel à projet. Donc, il fallait le monter, bien sûr. Et donc, ça, c'est intéressant, mais c'était avec un financement qui était déjà gagné, on va dire. Donc, avec un peu plus de simplicité peut-être. Et je ne sais pas si ça va perdurer. C'était une expérimentation à l'époque, il me semble. Mais ça mérite de creuser. Et Marie, je crois que tu voulais intervenir aussi tout à l'heure. Tu avais la main levée ou je me trompe? C'était peut-être pour parler de ça également. Non, c'était Mm. juste parce que je suis intéressée par les discussions, comme j'y connaissais pas grand-chose, et je voulais juste dire que j'étais intéressée pour continuer, D'accord, mais il n'y avait pas de sujet ou d'interrogation précise. très bien. Merci Marie. Du coup, Raphaël, si j'ai retrouvé la présentation, est-ce qu'au pied levé, est-ce que tu te sens du coup de faire cette Oui, présentation supplémentaire et puis la prochaine fois, oui. tu m'écouteras pas quand je te dirai de supprimer quelque chose du PowerPoint, du coup. Il n'y a pas de problème, je te laisse partager l'écran. Ouais. Alors, la question, c'est quelles sont les méthodes utilisées pour évaluer économiquement la valeur des services écosystémiques et quelles sont leurs limites? Alors, on a trois grands types de méthodes pour évaluer la valeur des services écosystémiques. La première, c'est ce qu'on appelle les méthodes basées sur les préférences révélées. Donc, c'est révélé par le marché, en fait, les prix révélés par le marché. Ensuite, on a les méthodes basées sur les préférences déclarées. Donc là, c'est sur des marchés fictifs, c'est via des enquêtes, c'est la déclaration des enquêtés. Et ensuite, on a basé sur des résultats d'études antérieures. Et avec ces trois méthodes, on a plein d'autres méthodes qui en découlent. Donc, pour les méthodes basées sur les préférences révélées, on a les méthodes basées sur le marché réel, donc les prix de marché, les changements de productivité, la méthode des prix hédonistes, la méthode des coûts de transport. On a une méthode basée sur les coûts, avec les coûts de substitution, les coûts des dommages évités et les coûts de remplacement. Et enfin, pour les méthodes basées sur les préférences déclarées, on a l'évaluation contingente et l'analyse conjointe, qui sont en fait deux méthodes d'enquête. Donc, c'est basé sur des marchés fictifs, c'est-à-dire qu'en fait, on imagine un marché via une enquête, via un scénario contrefactuel,
Et dans ce marché-là, combien vous seriez prêt à payer pour préserver tel écosystème, etc. Tu peux passer la diapo suivante. Donc, tous les services écosystémiques peuvent être valorisés via la méthode des préférences déclarées. Après, pour ce qui est sur la méthode des préférences, la méthode basée sur les résultats antérieurs, donc la méthode de transfert, c'est uniquement les services écosystémiques qui ont fait l'objet d'une évaluation, donc nécessairement, où il y a déjà des données qui existent. Et ensuite, non, c'est pas grave. Ouais. Vous avez, je vois pas la diapo en entier. Les méthodes utilisées pour les valeurs d'usage direct et les méthodes utilisées pour les valeurs d'usage indirect et les coûts de notamment les coûts des dommages évités et les coûts de remplacement. J'ai pas plus sur la diapo, moi, Raphaël. Comment? J'ai pas plus sur la diapo. Tu Non. la vois pas entière, mais j'ai... Ouais, je la vois pas en entier, mais c'est pas grave. Diapo suivante. Ouais. Là, c'est juste un tableau qui vous présente des résultats d'études sur des valeurs qui ont été monétarisées. Donc, par exemple, la première ligne, c'est l'évaluation économique des services rendus par les zones humides, avec le consentement à payer total pour les services rendus par les marais du Cotentin et du Bessin. On est à 39 € par personne et par an. C'est pour vous donner un exemple. Et on a différents services comme ça qui ont été évalués. L'externalité de l'agriculture en France, l'approche économique de la biodiversité et des services liés aux écosystèmes et les services rendus par la forêt tropicale. Alors, quelles sont les limites de ces méthodes? Alors, concernant la méthode de transfert, c'est une méthode qui est peu coûteuse, mais qui ne prend pas en compte ou peu les spécificités locales. Il faut s'assurer de la fiabilité des études sur lesquelles elles reposent avant de faire l'évaluation. Concernant les méthodes basées sur les préférences déclarées, on a un biais d'échantillonnage et du mode d'enquête, et ça dépend du niveau de revenu des populations. Parce que si on est sur des populations qui sont très pauvres, elles vont avoir un consentement à payer pour la préservation des services écosystémiques qui va être nul ou très faible. Et en fait, ça ne représente pas la valeur du service écosystémique. Donc, dans les pays en développement, utiliser la méthode basée sur les préférences déclarées, c'est pas pertinent. Et de manière générale, les limites de ces méthodes, donc ça nécessite de nombreuses données très précises. Et les résultats sont différents selon la méthode choisie. On a un problème éthique, ne retenir que les préférences humaines comme élément de la valeur, avec une vision anthropocentrée. Donc, les valeurs des services écosystémiques qui sont assez faibles ne seront pas valorisées, alors que ça ne représente pas forcément la réalité. Et on a des mécanismes biologiques complexes, avec une approche par service écosystémique qui n'a de sens que d'un point de vue écologique, et des écosystèmes dynamiques et stochastiques. Après ça, tu peux passer. Ça, tu peux... ouais. Donc, quelle interprétation de ces valeurs? Ça dépend de la méthode utilisée. Ça dépend du scénario contrefactuel. Donc, le scénario contrefactuel, c'est le scénario, si on ne met pas en place le projet, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on développe ou est-ce qu'on préserve? Ça dépend du contexte, comme je viens de le dire, si on est dans des pays en développement ou des pays développés. Et donc, l'objectif de ces méthodes, c'est plus d'obtenir des ordres de grandeur que d'évaluer une méthode, que d'évaluer une valeur précise et sûre. Après, on passe à la... Ça c'était déjà présenté. Ça, on l'a déjà présenté, oui, c'est ce qui me semblait. Hop, on n'avait pas enlevé grand-chose au final. C'est vrai qu'on aurait pu le garder.
Est-ce que ça vous a un peu plus éclairé du coup pour les personnes qui étaient intéressées par comment évaluer ces valeurs justement? Parfait. Après, les méthodes en elles-mêmes doivent être complexes quand la question était posée de qui accompagne. Ben, j'imagine que les bureaux d'études accompagnent pour faire ce genre de choses. Je ne veux pas faire de la publicité pour Ouais. le tien forcément, mais c'est des choses sur lesquelles vous travaillez et c'est souvent, il y a besoin d'un accompagnement extérieur pour pouvoir mettre en place ce genre de calcul Ouais, et ce genre de méthodologie, hein. Ça ouais. reste quelque chose qui est, c'est ce que je disais tout à l'heure, peut-être difficile à faire en propre par un gestionnaire ou alors à petite échelle. Pareil, donc, quand tu présentais l'évaluation avec ou sans parc naturel, moi, je sais que c'était des questions qu'on s'était posées. Et en interne, on n'a pas pu faire ce genre d'études. C'était trop Oui, complexe. Il y a besoin de faire d'accord. appel effectivement Mm, à des prestations extérieures et à des spécialistes là-dessus, hein. mm, mm. Stéphane? Du coup, j'avais une question assez précise sur un exemple que vous avez cité là sur la valeur de la forêt, 970 € par habitant par hectare. Est-ce que c'est par exemple une valeur qui a été réutilisée dans le cadre du projet en Auvergne-Rhône-Alpes, Sylvact? Peut-être ce genre de choses, que ces valeurs-là données à un moment donné puissent être réutilisées dans des projets de ce type-là. Ça Alors, correspond Sylvac, à faire. ils se sont pas basés sur les coûts d'opportunité et sur les valeurs des bénéfices environnementaux pour définir leur montant, les montants des aides. Ils ont défini un montant d'aide à partir d'un taux incitatif. Euh, mais c'est vrai que c'est des valeurs qui sont réutilisées. Si on fait une évaluation économique des services écosystémiques, c'est ensuite des valeurs qui sont réinjectées dans les projets Hmm. et réutilisées oui, par la suite. Ok. Et du coup, par contre, c'est vrai que j'ai pas cerné, par exemple, et notamment ce que tu disais, Julie, c'est-à-dire qu'on a une liste quelque part de contacts, de prestataires qui peuvent accompagner, dans lesquels on peut se tourner pour monter un projet. Ça, pour l'instant, Pas à ma connaissance, non. Moi, je connais les personnes avec qui j'avais travaillé sur le sujet à l'époque. mm, Et c'est pour ça que Raphaël est là aujourd'hui, que je l'ai mm, sollicité, qu'elle a gentiment accepté d'intervenir. Mais effectivement, il n'existe pas de liste de prestataires pouvant intervenir là-dessus. Enfin, pas à ma connaissance, en tout cas, Stéphane. et pas plus de votre côté, Raphaël? Il n'y a pas des... Bah, les bureaux d'études. Les Oui, bureaux d'études ouais, il y en pour a accompagner. quelques-uns qui ont commencé à monter des projets, c'est ça. En fait, je me dis, il faudrait peut-être réussir à établir une liste, alors je sais pas qui et quand et comment, mais de prestataires qui sont intervenus en accompagnement pour commencer à avoir une espèce de référentiel vers qui on peut se tourner quand on veut monter un projet, quoi. D'ailleurs, peut-être que les agences de l'eau pourraient nous éclairer là-dessus avec le PSE expérimental qu'ils ont mis en place. C'est peut-être une question à leur poser, ça, aux agences. On pourra poser la question effectivement aussi à Emma qui l'a mis en Mm. place sur le Pic Saint-Loup. Oui. Mm. Gaëlle? Est-ce que vous avez des exemples d'expériences où les PSE se sont arrêtés en fait et où il y a eu assez de sensibilisation ou d'animation pour que les services environnementaux, eux, soient poursuivis, les actions soient poursuivies, au moins en partie, parce que alors moi qui ai travaillé plutôt dans l'agriculture, Mm. les MAE, les aides au bio, etc., tout ça, dès qu'il n'y a plus de paiement, Alors, en fait, il y en comme a c'est qui un continuent outil, leur pratique, mais c'est vrai que c'est pas forcément la majorité. ouais, L'échelle est différente. comme c'est un outil assez récent, il n'y a pas de recul nécessaire pour voir une situation où on aurait mis en place un PSE et ensuite, grâce à la sensibilisation des acteurs, on aurait un maintien des bonnes pratiques sans paiement. Moi, j'ai pas d'exemple en tête, mais parce que c'est un engagement sur plusieurs années.
Mais à voir, ça doit exister, hein. Ça doit exister. Mais moi, j'ai pas d'exemple en tête. C'est vrai que c'est compliqué à partir du moment où il y a effectivement un paiement qui est fait, après de l'arrêter. Je ne sais pas, sur Vitel, tu disais c'est quelque chose qui a été mis en place il y a très longtemps, il y a quand même un recul. Mais aujourd'hui, ça continue. Il n'y a Mm, pas eu d'arrêt de ce paiement-là. Une fois que c'est instauré, mm, c'est souvent complexe de le supprimer à terme. mm. Ou vu que tu disais que c'était des contrats effectivement qui étaient très souples. Là, sur Vitel, c'était 25 ou 30 ans. Si un contrat il est sur 5 ans, logiquement, au bout de 5 ans, il n'y a plus de paiement, mais dans l'idée, il faudrait que le service ou la pratique soit maintenu en état, hein. Oui. Alors, merci Lucie, du coup, pour les précisions. Tu disais, donc Lucienne nous disait que Emma, sur le Pic Saint-Loup, elle s'était entourée du SEN Occitanie et de la Chambre d'agriculture de l'Hérault par rapport au PSE avec l'Agence de l'eau. Et qu'il y avait aussi un exemple sur l'Aubrac, c'est ça? Mais qui s'était arrêté et qui est remplacé par les MAEC. Mais effectivement, c'est pareil. Je ne sais pas où est-ce que ça en est sur le Pic Saint-Loup, mais à l'époque, c'était en attente de la nouvelle programmation MAE. C'était des financements pour pallier à justement cet entre-deux. Mm. Oui, je suis C'est- pas sûre que ça se poursuive sur le Pic Saint-Loup. Enfin, il se Et pose moi, la question. ouais, et moi non plus, effectivement, j'ai un gros doute là-dessus. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Raphaël? J'ai pas de question, mais j'ai une dernière remarque Encore? que je partage avec vous. C'est-à-dire, vous avez abordé le fait que c'était assez anthropocentré finalement. Et je me dis que ce qui est intéressant dans la période qu'on traverse et qu'on aborde là, c'est que ça fait quand même beaucoup écho à tout ce qui commence à se structurer autour de nos relations aux autres vivants. Et je pense notamment, par exemple, à la valeur juridique des fleuves. Et au-delà de ça, à comment on fait pour, entre guillemets, donner la parole aux autres vivants. Et du coup, il y a plein de chantiers aussi à croiser autour de, mine de rien, je pense, des PSE et de ces sujets, les relations humaines non humains, ou plus joliment dit, nos relations de vivant à vivant. Et voilà, je trouvais, ça faisait aussi écho à ça dans mon esprit, je voulais le partager avec vous. En tout cas, c'était très chouette et très instructif comme session de webinaire. Tu regrettes pas d'être venu à ton premier webinaire du réseau des Ah, gestionnaires, c'est pas mon Stéphane? premier, Julie, j'en ai fait quelques-uns, mais Non, je plaisante. celui-là, je voulais vraiment voilà, m'éclaircir les idées sur le sujet. Et c'est Et ça super. faisait longtemps. C'est comme si c'était le premier. Voilà. Et bien, si personne n'a d'autres questions, ça faisait une belle conclusion, Stéphane. Donc, je vous remercie à tous et encore plus Raphaël d'être intervenu à ce webinaire, d'avoir accepté notre invitation. Merci Raphaël. Bah, de rien, ça me fait plaisir. Je transmettrai du coup ton PowerPoint si tu en es d'accord avec le premier, avec l'ensemble de la présentation à l'ensemble des gestionnaires en suivant. Je mets tout le monde en copie en général pour que les personnes qui sont intéressées par le sujet sachent qui d'autres gestionnaires est intéressé aussi. Et si tu me permets, je te mettrai en copie. Tu avais mis tes coordonnées de toute façon dans le